Mon fils m'a demandé pourquoi je ne le prenais plus dans mes bras. Je n'ai pas eu le courage de lui dire que ces câlins me rappellent mon ex décédé. Je suis un homme de 34 ans. Le soir où mon fils m'a demandé pourquoi je ne le prenais plus dans mes bras, j'ai senti mes mains se figer sur l'évier. Il a dit qu'à l'école les papas portent leurs enfants en riant. Il a ajouté qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Je n'ai pas su prononcer la seule phrase vraie, ces câlins me ramènent au dernier jour où j'ai tenu Laura, mon ex, quand sa respiration a glissé entre mes doigts. Mon fils s'appelle Adam. Il a 6 ans. Il est né longtemps après Laura, de mon mariage avec Inès. On s'est rencontrés 3 ans après la mort de Laura, quand je me croyais à peu près stable. Inès avait l'habitude des gens abîmés, elle travaillait en service pédiatrique et disait qu'on tient mieux quand on nomme les choses. J'avais nommé la mort, pas la culpabilité. J'ai confondu aller mieux et apprendre à fermer les portes. J'ai posé un ruban propre sur une plaie encore humide. Laura avait 27 ans quand la voiture a plié comme une canette sous la pluie, un jeudi de novembre. On sortait d'un repas banal. Elle riait encore de ma manie de vérifier 3 fois si j'avais bien fermé la porte. Elle avait posé sa tête sur mon épaule au feu rouge, elle avait dit qu'on devrait faire une photo de ce moment-là. 2 minutes plus tard, du métal a frotté nos noms. Le chauffeur d'en face s'est endormi. Tout est devenu court et froid. Elle a serré ma main si fort que j'ai cru que sa peau allait se déchirer. À l'hôpital, j'ai tenu son visage jusqu'à ce que la machine dise non. Les infirmières m'ont demandé si je voulais un prêtre. J'ai répondu que je voulais remonter l'horloge. Elles ont hoché la tête avec la fatigue de celles qui savent que ça n'existe pas. J'ai vécu 2 ans en apnée avec l'illusion de respirer. J'ai repris le travail trop tôt. J'ai validé des dossiers, j'ai ri aux blagues, j'ai répondu aux messages par automatisme. Je rangeais ses affaires par petites poignées pour ne pas déclencher la tempête. J'ai donné une robe à une amie, j'ai gardé le pull gris dans un tiroir que je n'ouvrais pas. La nuit, je me levais pour regarder la porte, pour vérifier qu'elle était bien fermée, pour vérifier que je ne perdrais plus rien par négligence. Un psy m'a dit que je vivais avec un chien invisible qui me tirait la manche. Il avait raison. Je lui ai serré la main. Je n'ai pas rappelé. Quand j'ai croisé Inès, j'ai d'abord aimé sa façon de ne pas effrayer mes silences. Elle ne m'a pas demandé de raconter. Elle a apprivoisé ma lenteur. Elle a pensé qu'avec du temps, je finirais par poser un cadre qui tient. J'ai cru pareil. On s'est marié petit, avec un repas à midi et des amis calmes. Adam est arrivé l'année suivante. Je l'ai serré le premier jour avec un mélange d'émerveillement et de panique. J'ai pensé que la vie venait de prouver qu'elle existe encore. J'ai aussi pensé que je devrais apprendre à ne plus écouter la sirène dans ma tête quand quelqu'un pose sa joue sur mon cou. Les premières années, ça allait. Je le portais, je le couchais, je chantais faux pour lui. Inès disait que je me débrouillais bien. Parfois, la nuit, je me réveillais avec une envie de courir jusqu'à la chambre pour vérifier qu'il respirait. Je le faisais sans bruit, je posais 2 doigts sur son dos, je repartais honteux de ma superstition. Je me disais que ça passerait. Le déraillement n'a pas été brut. Il a eu la politesse de se déguiser en fatigue. Adam a grandi, s'est mis à sentir la lessive au citron qu'Inès achète, la même que Laura utilisait. Ses cheveux ont pris une odeur depuis après l'école. Quand il se jetait dans mes bras à la sortie, c'est le corridor de l'hôpital qui remontait d'un coup, avec sa clim trop froide et ses draps blancs. Je serrais, puis je reposais vite. Il en rigolait au début. Puis il a demandé si je faisais un jeu. Je lui ai dit que je portais mal aujourd'hui, que j'avais mal au dos. Ce n'était pas mon dos. C'était un souvenir qui serrait. Inès l'a vu. Elle m'a dit qu'elle comprenait que certaines odeurs trahissent la mémoire. Elle m'a demandé si on devait en parler à quelqu'un. Je lui ai répondu que je gérais. Elle a insisté sans forcer. Elle a ajouté qu'Adam le ressentait. J'ai dit que je ferais attention. J'ai fait semblant de tenir. Je remplaçais les câlins par des tapes sur l'épaule, par des champions opposés trop forts. Il a commencé à imiter cette manière de faire pour obtenir mon regard. Il tapait sa poitrine avec les 2 mains en disant qu'il était fort. J'avais envie de le cueillir, de l'entourer, de lui apprendre que la force ne remplace pas l'étreinte. Mes bras ne bougeaient pas. Un mercredi, la maîtresse a demandé à Inès si tout allait bien à la maison. Adam avait poussé un camarade qui lui avait dit qu'il était un bébé à papa. Il avait répondu qu'à la maison, on n'a pas besoin de câlins pour prouver qu'on aime. Il avait 6 ans et il répétait ma carapace. Inès m'a raconté, calmement.
Elle n'a pas crié. Elle a dit que je devenais une absence de boue. Elle a ajouté que, si je continuais, je construirais en Adam un trou qui me ressemblerait. J'ai voulu promettre. Je n'ai pas trouvé la promesse tenable. Le soir où il m'a demandé la vraie question, j'ai tenté la fuite polie. J'ai dit que j'étais fatigué. Il a répondu qu'il pouvait attendre demain. Il a ajouté qu'il attendait déjà depuis longtemps. J'ai entendu dans sa voix une patience d'adulte qui ne devrait pas habiter un enfant. J'ai voulu dire ta peau me ramène au dernier jour d'une autre. Je me suis entendu prononcer des banalités. Il a acquiescé, sérieux, comme si on venait de signer un contrat injuste. J'ai raconté à Inès ce que je n'avais jamais mis en mots, la façon dont certains gestes, certaines odeurs me jettent dans un ascenseur sans étage. Je lui ai dit que quand Adam serre son cou contre le mien, mon corps se prépare à une alarme qui n'existe pas. Je lui ai parlé de ma peur ridicule d'être un mauvais talisman, de porter malheur si j'accepte d'aimer de trop près. Elle a serré ma main. Elle m'a dit que je me punissais d'avoir survécu. Elle a rappelé que Laura n'était pas morte parce que je l'avais tenue, mais en dépit de cela. Je connaissais la phrase. Je ne l'avais jamais cru avec mes muscles. Les jours suivants, j'ai essayé de forcer le geste. Je l'ai pris un peu plus. Je l'ai gardé 3 secondes de plus. Mon cœur tambourinait comme après un sprint. Adam se calait et se décalait selon mes hésitations. Il regardait Inès pour vérifier s'il faisait bien. Inès me regarde pour vérifier si je ne m'enfuyais pas par l'intérieur. On vivait dans le réglage continu d'un bouton que je tournais du bout des doigts. J'ai pensé à retourner voir un psy. Pas pour raconter la mort. Pour apprendre à ne pas laisser un souvenir dicter ma manière de tenir mon fils. Je n'ai dit à personne que j'avais pris rendez-vous. J'avais peur d'ajouter une promesse à celle que je tenais mal. La thérapeute m'a parlé de mémoire somatique. Elle a dit que mon corps avait classé l'étreinte dans la rubrique danger. Elle a proposé des exercices idiots en apparence, poser une main sur mon propre bras, retrouver une odeur nouvelle pour Adam, réapprendre le contact sans l'accident collé dessus. Elle a dit qu'on pourrait associer les câlins à un mot neutre, à un rituel court, à un souffle. J'ai hoché la tête comme un élève appliqué. Je doutais de ma capacité à rebrancher mes nerfs. En parallèle, ma mère a débarqué avec ses certitudes. Elle a dit qu'à force de le psychologiser, on fabriquait des enfants fragiles. Elle a ajouté qu'un père doit être fort et que ces histoires de deuil doivent rester au grenier. Elle m'a rappelé qu'à son époque, on ne s'écoutait pas autant. Elle a demandé pourquoi je n'étais plus au drôle avec Adam. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas l'énergie de lui expliquer que je faisais des efforts pour être présent sans être avalé par mes fantômes. La famille de Laura m'a écrit à la date anniversaire. Comme chaque année, sa sœur envoyait une photo où on la voyait tirer la langue. Elle ajoutait qu'elle espérait que j'allais bien. Cette année, j'ai dit qu'Adam grandissait. Elle m'a répondu qu'elle était heureuse que je sois père. Elle a glissé qu'elle espérait que je ne m'empêchais pas d'aimer à cause de la peur. J'ai lu son message 10 fois. C'était gentil et violent, comme une main posée sur une brûlure. Un samedi, Adam a couru vers moi au parc. Il a tendu les bras. J'ai voulu le soulever. Un ballon a éclaté près de nous. Mon corps a réagi avant ma tête. Je l'ai reposé d'un geste brusque. Il a trébuché. Il m'a regardé sans pleurer. Il a demandé s'il avait fait quelque chose de travers. J'ai balbutié que non. Une mère à côté a posé un regard rapide sur moi, ce regard de jugement passager que les inconnus se donnent sans mesurer. J'ai eu honte. J'ai senti monter la rage froide contre moi-même. J'ai ramassé Adam, maladroit, je l'ai gardé 5 secondes, 10 peut-être, en respirant volontairement. Il a calé sa tête. Mon ventre s'est noué et s'est défait d'un cran. Je n'étais pas encore libre. Je ne voulais plus fuir. Le soir, Inès m'a parlé d'un atelier parents-enfants à l'hôpital où elle travaille. Des jeux simples d'attachement, des gestes répétés, des trucs concrets. Elle a dit que ce n'était pas une thérapie, juste un endroit où on apprend à faire sans réfléchir trop. J'ai accepté. Pas pour cocher une case. Pour épuiser mes excuses. Le matin de l'atelier, j'ai presque inventé une migraine. Adam a pris ma main. Il a dit qu'il était content de passer du temps avec moi. Il a planté le couteau sans faire exprès. Dans la salle, une psychomotricienne nous a fait rouler une balle l'un vers l'autre, puis jouer à se pousser avec les mains, puis s'asseoir dos à dos pour sentir la respiration de l'autre. Ma poitrine a cogné. Adam a rigolé, pas de moi, avec moi.
La professionnelle a proposé un câlin minute à faire comme un rituel, on compte jusqu'à 20 en respirant lentement, et on se sépare en se tapant doucement l'épaule. C'était presque ridicule. Ça m'a donné un cadre. J'ai pensé que je pouvais tenter 20 secondes sans mourir. Le soir même, Adam m'a demandé s'il pouvait essayer le câlin minute. On a compté. À 7, j'avais les mains qui tremblaient. À 15, ça s'est calmé. À 20, il a tapoté mon épaule. Il a souri. Il a couru ranger ses cartes. J'ai pleuré dans la cuisine, sans bruit, pas comme un effondrement, comme un dégel. J'aurais voulu dire que tout a changé d'un coup. Ce n'est pas vrai. Le lendemain, j'ai reculé à nouveau. Le surlendemain, j'ai tenu. Une semaine plus tard, je me suis inventé un dossier urgent pour éviter l'histoire du soir. Inès l'a compris. Elle m'a laissé la place d'échouer sans m'humilier. Adam m'a laissé la chance de recommencer sans me punir. Je posais un pied, je retirais l'autre. J'avais honte, mais j'étais en route. La tension a remonté quand l'école a organisé une fête des familles. Les enfants devaient monter sur scène et choisir quelqu'un à serrer à la fin de la chanson. Adam m'a regardé dans la salle. Il m'a choisi du regard. Je me suis levé. J'ai marché. Il a couru. Je l'ai pris. La salle a applaudi pour autre chose. Je n'ai entendu que nos deux souffles. Mon cerveau a tenté de me dire que j'allais l'abîmer en le gardant trop fort. Mon corps a fait taire la phrase. J'ai compté jusqu'à 20 dans ma tête. J'ai dépassé. Je l'ai reposé. Il a sauté à terre en disant qu'on avait gagné. Ce mot-là, gagner, m'a donné envie de croire que j'avais la permission de ne plus vivre en retrait. La partie s'arrête le soir où Adam m'a demandé s'il pouvait dormir contre moi comme quand il était petit. J'ai dit que j'allais essayer 1 heure. J'ai mis une alarme au cas où je paniquerais. Il s'est collé. J'ai senti la lessive au citron. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Laura sans l'implorer. J'ai pensé à Inès qui lavera demain les draps. J'ai tenu l'heure. J'ai éteint l'alarme. J'ai laissé l'ombre de l'accident passer derrière la porte. Je n'étais pas guéri. J'étais enfin en train de choisir mon fils avant ma peur, sans mentir sur la peur. Le lendemain, j'ai décidé d'arrêter de me cacher derrière des phrases vagues. J'ai dit à Inès que je voulais expliquer à Adam ce que je pouvais, à sa mesure. Pas le détail, pas le drame cru, juste l'idée qu'un souvenir me sert parfois et qu'il n'y est pour rien. Inès m'a conseillé des mots simples. Elle a rappelé qu'un enfant encaisse mieux une vérité courte qu'un silence qui dure. Je lui ai dit que, parfois, mon cœur se rappelle une personne que j'ai beaucoup aimée et qu'il se met à courir trop vite quand on se serre fort. Je lui ai ajouté qu'il n'y était pour rien, que mes bras apprenaient à devenir plus courageux, et que je voulais qu'il me le redemande quand il en avait envie. Il a demandé si cette personne s'était envolée. J'ai dit qu'elle était morte. Il a demandé si c'était avant maman. J'ai dit oui. Il a demandé si maman le savait. J'ai dit oui. Il a hoché la tête, sérieux. Il a proposé qu'on fasse 2 câlins minutes par jour pour entraîner ton cœur. J'ai accepté sa règle. Il m'a sauvé avec sa logique. À partir de là, chaque jour a été un petit chantier. On a changé de lessive. Inès a choisi une odeur neutre. Adam a pris ça pour un jeu de grand. Il disait qu'il sentait comme un nuage. C'était idiot et utile. J'ai posé dans le salon le pull gris de Laura, pas pour le vénérer, pour arrêter de le cacher. Je l'ai touché une fois, sans cérémonie. Il avait perdu son odeur. Je l'ai replié. Je l'ai rangé ailleurs. L'objet est redevenu un tissu. Ça m'a libéré plus que je ne l'imaginais. Je me suis tenu à l'atelier avec Adam pendant 2 mois. On y apprenait à se louper devant nos enfants et à recommencer. La psychomotricienne répétait que l'attachement n'est pas un examen où l'on a 0 quand on rate un jour, mais une moyenne qui monte quand on se rattrape. J'ai eu besoin d'entendre que je n'étais pas disqualifié par mes reculs. Adam adorait le moment où on s'asseyait dos à dos pour caler nos respirations. Il disait qu'on devenait les 2 moitiés d'un coussin. Il posait des images qui ne blessent pas. Ma mère a continué à grogner contre ces nouveautés d'époque. Elle a glissé une phrase maladroite sur Laura qu'elle n'avait jamais vraiment acceptée. Inès a recadré avec douceur et fermeté. Elle a dit que ce que nous faisions n'était pas une mode mais une réparation. Ma mère a baissé d'un ton. Elle a fini par reconnaître qu'Adam paraissait plus apaisé. Elle a même tenté un bravo qui avait le goût d'une victoire. Un soir,
la sœur de Laura m'a proposé de passer récupérer une boîte qu'elle gardait pour moi. Je n'étais pas sûr de vouloir. J'y suis allé quand même. Dans la boîte, il y avait 3 photos et une lettre écrite par Laura quelques mois avant l'accident. Elle parlait d'avenir, pas d'adieu. Elle me décrivait en homme trop prudent et qui oublie parfois de profiter. Elle écrivait que si un jour on avait un enfant, elle espérait que je deviendrais le papa qui sert fort et longtemps. J'ai lu la phrase en retenant ma respiration. Je ne l'ai pas interprétée comme un ordre venu d'outre-tombe. Je l'ai prise comme une permission. Je ne trahirais pas Laura en aimant Adam de près. Je la trahirais, au contraire, en m'éloignant sous prétexte de délicatesse. J'ai glissé la lettre dans un livre. Je n'ai pas cherché à faire de ce papier un totem. J'ai préféré un geste net. J'ai proposé à Adam un nouveau rituel, un câlin minute au réveil et un autre au coucher, comme 2 parenthèses tenues. Il a accepté avec la solennité qu'il met dans les choses sérieuses. Le premier matin, j'ai tenu sans rail. Le premier soir, j'ai senti un pic de panique à 11, puis un relâchement à 17. Je lui ai dit que j'étais fier de nous. Il a répliqué qu'il l'était aussi, avec la fierté calme des enfants quand on leur laisse participer à la réparation. Inès m'a surpris un dimanche à serrer Adam plus longtemps que d'habitude. Elle a souri en passant, sans s'arrêter, comme on évite d'interrompre une scène fragile. Le soir, elle m'a dit qu'elle me voyait revenir à la maison. Elle a ajouté qu'elle ne m'en voudrait pas des rechutes. Elle a demandé, en revanche, que je ne me cache plus derrière les dossiers quand la peur revient. J'ai promis. Je me suis vu capable de tenir cette fois. On a décidé de parler de Laura à Adam sans grand récit. On prononçait son prénom parfois, on disait qu'elle aimait le cinéma et les mouettes, on riait de sa façon de collectionner des pierres moches. Adam a compris qu'elle n'était pas une menace, que ce n'était pas une rivale de sa mère, que c'était une partie de mon histoire qui n'enlevait rien à la sienne. Inès a tenu avec une élégance que je n'oublierai jamais. Elle a montré à Adam que l'amour ne se mesure pas en par volée. Elle m'a montré à moi que le deuil peut cohabiter avec la vie sans dévorer la table. Il y a eu un accroc à l'école. Un camarade a dit qu'Adam avait un papa bizarre parce que je ne faisais pas toujours les mêmes gestes que les autres. Adam a répondu qu'à la maison, on apprend à respirer avant de se serrer. La maîtresse m'a raconté qu'il avait utilisé ces mots-là, apprendre à respirer. J'ai senti une fierté humble, pas celle qui claque en bannière, celle qui tient dans la poche et réchauffe. Je me suis surpris à prendre Adam dans mes bras au milieu d'une file au supermarché parce qu'il avait peur d'un bruit. Je ne me suis pas demandé si quelqu'un regardait. Je ne me suis pas excusé en posant. Je n'ai pas consulté un calendrier intérieur pour savoir si j'avais le droit. Je l'ai fait parce que c'était ça, mon travail de père, à 7 secondes. Au fil des mois, les câlins ont cessé d'être des examens. Certains jours, je ratais. D'autres, j'étais large. Adam a arrêté de vérifier si je me raidissais. Inès a arrêté de compter. La maison a changé d'odeur. Je crois que c'était surtout moi. J'ai écrit un message à la sœur de Laura pour la remercier de la boîte. Je lui ai dit qu'Adam existait plus fort dans mes bras depuis quelques semaines. Elle a répondu qu'elle était heureuse que la vie ait posé un enfant dans mes mains. Elle a ajouté qu'elle imaginait Laura amusée par mon air concentré d'homme qui apprend une chose simple. J'ai souri devant mon téléphone. Je l'ai rangé. J'ai appelé Adam pour coller nos fronts. Un jour, il a été malade. Rien de grave, une fièvre et un dégoût des odeurs. Inès était de nuit. J'ai passé des heures à m'asseoir près de lui, à lui poser une main sur le front, à lui glisser un verre d'eau. À un moment, il s'est agrippé, moite, désordonné. Mon corps a tenté de se crisper. Je l'ai empêché. J'ai pensé à la salle d'hôpital d'autrefois. J'ai pensé que cette fois, je pouvais tenir sans perdre. J'ai tenu. Le lendemain, il allait mieux. J'ai dormi d'un sommeil lourd, sans rêve. J'ai compris alors que je ne faisais pas seulement un cadeau à mon fils. Je me libérais moi aussi d'un mensonge poli, celui qui dit qu'on protège les autres en s'en allant un peu. On ne protège personne en s'éloignant de ses propres bras. On invente un vide qui se transmet. Je ne voulais pas léguer ça. Un soir, Inès m'a demandé si j'acceptais de parler de cette histoire pour d'autres pères dans son service, ceux qui reculent sans savoir pourquoi. Je n'ai pas tout de suite dit oui. J'ai demandé du temps. J'ai fini par accepter un petit groupe, pas pour jouer l'exemple, pour dire que la peur existe et qu'elle ne commande pas tout. J'ai raconté la pluie, la voiture, l'odeur de citron, la main d'un enfant qui pèse si peu et qui pèse toute une vie. J'ai vu des hommes hocher la tête en silence.
Certains m'ont serré l'avant-bras, comme un code discret. J'ai compris que je n'étais pas un cas exotique, juste quelqu'un qui avait accepté d'ouvrir une porte. Il reste des jours où je rate. Un ballon éclate et je pose trop vite. Un bruit me ramène ailleurs et je demande une pause. Adam connaît maintenant ma phrase, je dis que je vais respirer sur le balcon et que je reviens. Il attend. Il continue son dessin. Je reviens. Je tiens ma promesse. La confiance, c'est ça, l'habitude de voir l'autre revenir. La dernière question d'Adam m'a pris à revers. Il a demandé si j'avais aimé plus fort Laura que sa maman. J'ai répondu que l'amour ne se mesure pas en litres, que c'est un verbe qui change de visage. J'ai ajouté que j'aimais sa maman d'aujourd'hui et que j'avais aimé Laura d'avant, et que lui, Adam, n'était pas né pour réparer quoi que ce soit. Il a hoché la tête. Il a proposé un câlin minute pour sceller ça. Je l'ai serré plus longtemps que 20. On a perdu le compte. On s'est tapoté l'épaule en riant. J'ai collé, derrière la porte de la chambre d'Adam, 3 phrases que je lis en cachette quand je range ses jouets: je peux aimer sans effacer le passé, je peux me souvenir sans m'absenter, je peux avoir peur sans lâcher. Ce ne sont pas des slogans. Ce sont des outils. Ils m'empêchent de redevenir l'homme qui se protège en se retirant. Je n'ai jamais dit à Adam que ses câlins m'avaient rappelé une salle trop blanche, un jeudi trop court. Je lui ai dit que mes bras apprenaient. C'était la vérité utile. Le reste m'appartient et appartient à ceux qui étaient là ce jour-là. Laura reste un nom dans un tiroir propre, pas une barrière entre mon fils et moi. Inès reste la femme qui a tenu la lumière pendant que je tâtonnais. Et Adam reste l'enfant pour qui je veux être un refuge qui s'ouvre quand ça tape à la porte, pas un couloir vide. Si on me demande aujourd'hui pourquoi je le prends à nouveau dans mes bras, je réponds que j'ai compris que la mémoire peut crier sans être obéie. J'ai compris que mon dos tient. J'ai compris surtout que la vie ne supporte pas qu'on la punisse d'être revenu. Alors je serre, je respire, je relâche. Je recommence. Je rate parfois. Je réessaie. Et, la plupart des jours, ça suffit largement pour que mon fils ne doute plus de sa place sur ma poitrine. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.